Avec Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale des sciences Po Paris et l'Université de Montréal. C'est très long comme titre, Georges Mercier. C'est très long comme titre. Allons-y pour analyste international. Ah, j'aime ça. Ça va être ça, analyste international, parce que ça n'a pas d'allure. Il y a quelque chose qui a fait réagir en fin de semaine. Au fait, c'est le Journal de Montréal qui s'est penché sur toutes les subventions qui ont été données par Christine Fréchette ou les engagements financiers au cours des dernières semaines. Il y a même Richard Martineau qui a écrit un texte aujourd'hui sur Legault sort de ce corps. Tu penses quoi de ça? Ben, écoute, moi, j'ai une question à te poser, Isabelle. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de changer le parti pour lequel tu allais voter en raison d'une petite annonce comme ça? Moi, non. Personnellement, non. Mais moi non plus. Puis en fait, la vérité, c'est que je ne sais pas si ça percole vraiment chez les électeurs. Puis puisque je savais qu'on allait en parler, j'ai regardé un peu la littérature en sciences politiques là-dessus. Est-ce qu'il y a un lien sur le fait d'annoncer une pluie de dépenses et avoir une prime à l'urne? Bon, ce qu'on trouve, c'est qu'il y a peut-être un effet, mais il est très petit, puis ça fonctionne seulement chez les électeurs directement ciblés. Fait que, par exemple, une annonce comme une hausse du crédit sur la TPS, des choses comme ça fonctionne pas nécessairement. Mais si vous êtes un électeur d'une circonscription et qu'on vous annonce un investissement dans un service essentiel pour vous, là, il peut y avoir une petite prime à l'urne. Mais c'est pas très, très significatif. Donc, je disais, notre collègue Jean Martineau ce matin qui disait, essentiellement, on fait de la politique un peu basse, où on donne des nananes aux électeurs en espérant qu'ils nous élisent. Ben, ça ne fonctionne pas. Peut-être que ça ne fonctionne pas dans les faits. Et surtout, qu'est-ce que ça nous coûte? Qu'est-ce que ça nous coûte d'annoncer des millions en investissement pour tenter de plaire aux électeurs de telle ou telle circonscription plutôt que de faire des projets plus ambitieux? Il y avait la stratégie, par contre, parce qu'on a vu chaque région administrative avait un petit quelque chose. Chacune, Côte-Nord, Saguenay, Abitibi, alors qu'on a reproché à la CAQ d'avoir mal représenté les régions au cours des 8 dernières années. Il y a peut-être une espèce de façon d'essayer de redorer ce blason-là. C'est peut-être une manière de réparer les pots cassés. C'est peut-être aussi une manière pour le gouvernement Fréchette de garder des gens dans le navire, de dire, écoutez, si vous acceptez de vous représenter, peut-être que je vais donner ça pour tel hôpital ou pour telle fondation culturelle ou pour tel événement que vous voulez parrainer. Comme ça, restez représentez-vous. Après, il faut aussi distinguer ici, je pense, deux choses. Il y a des mesures purement électoralistes et des mesures qui étaient déjà annoncées et qu'on ne fait que réannoncer. Par exemple, la réfection de l'hôpital sur la Rive-Sud, c'était déjà prévu. On l'a annoncé, mais c'est pas comme si on avait créé une nouvelle dépense en prévision du contexte électoral. Puis il y a une différence à faire ici. Toutes les annonces ne se valent pas. Puis il faut être capable de distinguer l'électoralisme pur de choses qui sont peut-être nécessaires. C'est un bon point parce que même si elle annonce, reste qu'il y a des élections qui s'en viennent dans quelques mois. Cet été, il ne se passera pas grand-chose. Donc, ce qu'elle annonce, ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser non plus. Non, effectivement. Mais l'autre question, c'est est-ce qu'on devrait mettre un moratoire sur les annonces de dépenses gouvernementales parce qu'on est, disons, en dedans de 6 mois des élections? S'il y a un truc à faire, puis il faut le faire, puis il faut le rénover, cet hôpital-là, pour rester dans cet exemple-là, est-ce qu'on préférerait vraiment que le gouvernement retarde le début des travaux sous prétexte que, puisqu'on est en période électorale, ça va sembler électoraliste, donc c'est forcément illégitime? C'est une vraie question ici. Je pense qu'on a tendance trop facilement à dire, puisqu'un gouvernement annonce quelque chose à quelques mois des élections, alors c'est dans une visée électorale. Mais non, le gouvernement a aussi des responsabilités et financer certains projets, ça fait partie du cœur de la mission du gouvernement. Donc, qu'il y ait un contexte électoral n'explique pas tout. Mais c'est vrai que pour l'électeur, c'est difficile de distinguer les deux. Mais pour l'électeur, est-ce qu'il s'y intéresse, l'électeur? Parce qu'une affaire qu'on remarque, encore une fois, la littérature en sciences politiques sur le comportement électoral, c'est que c'est très rare des gens qui suivent la politique autant que nous deux, on est forcés de la suivre en raison de la nature de notre métier. En fait, pour vraiment être attentif à une mesure gouvernementale, il faut d'abord s'intéresser à la politique, il faut noter l'information, il faut la voir. C'est pas toutes ces annonces-là qui sont relayées partout. C'est pas vrai que, je sais pas moi, un habitant des Laurentides va lire le journal des Laurentides où on relaie la nouvelle. Donc, est-ce qu'ils le savent? Et surtout, est-ce que ça les convainc? Ça, c'est 3 questions différentes. Intérêt, connaissance, est-ce que ça nous convainc? Et parfois, on présume souvent, nous, dans les médias, que les électeurs font des inférences ou des raisonnements qui nous semblent spontanés, parce que c'est notre job de nous intéresser aux petits détails des annonces, alors que chez monsieur et madame tout le monde, c'est très rare qu'on connaisse le détail de ces choses-là. Parfois, ça peut devenir mêlant aussi parce qu'on parle d'intention. Après ça, il y a peut-être un projet de loi. Puis là, OK, on va de l'avant. Ça devient compliqué parfois, je pense, de distinguer qu'est-ce qui est une idée lancée puis qu'est-ce qui concrètement va arriver dans la matière. Encore pire que ça, parfois on annonce qu'on va financer des études sur un projet à venir, mais dans le communiqué de presse ou quand on le présente, on ne dit pas exactement qu'on finance une étude pour un projet. On dit par exemple 22 millions
millions pour telle part dans telle région. Alors que c'est pas la première pelletée de pierre, au contraire. C'est beaucoup, beaucoup de rapports qui sont tablettés ou non. Donc, on pense annoncer un projet, on nous annonce une étude, pas la même affaire. Il devrait y avoir des limites, d'ailleurs, de consultation, de sommets, d'études. On devrait, à un moment donné, mettre une limite là, des consultations puis des comités pour penser à peut-être que... Ah non, mais qu'on se prépare à agir, je peux comprendre. Il devrait y avoir des limites très, très, très solides sur les consultants externes que le gouvernement embauche, parce que souvent, le gouvernement québécois, je caricature un peu, mais pas tant que ça, on manque d'expertise sur certains sujets, c'est vrai pour le gouvernement canadien aussi, donc on va embaucher des firmes comme McKinsey pour nous faire de beaux rapports, de beaux PowerPoint qu'on paie très, 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 très cher, alors que ça doit être plus simple de juste avoir les bons employés au sein de la fonction publique et des gens qui seraient capables... Commentaire encore éditorial plus général, le scandale de SACLIC, là, ou le problème de nos projets informatiques, c'est qu'on n'a pas les ressources au sein de l'État québécois pour les programmer, ces programmes informatiques là, si on les avait, peut-être qu'on n'aurait pas à faire affaire avec des compagnies étrangères qui nous coûteraient plus cher, qu'on aurait de la misère à superviser. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on n'a pas les employés compétents? Ou est-ce qu'on fait juste pas confiance à notre staff? Alors, moi, je pense que la fonction publique québécoise est assez compétente. Le problème, c'est que la structure d'incitatif, qu'est-ce qui donne la motivation à des employés, est très difficile. Moi, j'ai travaillé pendant 1 an dans un ministère, un organisme parapublic. Le problème, c'est que j'avais pas de bonus, moi, si j'étais efficace. Dans une entreprise privée, on peut avoir des bonus, on peut avoir une promotion. On peut perdre ta job si t'es pas bon. On peut perdre sa job quand on n'est pas bon, effectivement. On dirait parfois que dans la fonction publique, la seule manière d'avoir une promotion, c'est d'avoir un nouveau titre. Donc, on multiplie les différents titre chef d'équipe de telle sous-section, de telle sous-équipe, puis on multiplie tout le temps les réorganisations institutionnelles pour permettre une forme de mobilité, alors que c'est peut-être plus simple si on se dirigeait vers un modèle où il y avait vraiment un incitatif à la performance en argent sonnant et trébuchant. C'est quoi le problème? On a les normes du secrétariat du Conseil du Trésor, on a des conventions collectives, on a des syndicats, donc il manque d'agilité dans la fonction publique, peut-être. Une hypothèse que je lance comme ça, si on avait une fonction publique plus agile, plus efficace, peut-être qu'on pourrait aller recruter de meilleurs fonctionnaires. Moi, je passe beaucoup de temps en France. En France, vous avez longtemps eu ce qui s'appelait l'ENA, l'École nationale d'administration, qui était extraordinairement prestigieuse, parce que si vous réussissiez à y entrer, puis à passer ce diplôme-là, vous aviez accès après à des super postes dans la fonction publique. Et donc, c'était prestigieux. On aspirait à se rendre à ces postes-là. Peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de similaire au Québec pour motiver nos fonctionnaires qui, je suis persuadé, qui sont tous bien intentionnés, cela dit. Oui, quand l'ordi est branché, tout va bien. Mais c'est sûr que si les bonnes personnes étaient aux bonnes places puis qu'on était imputable de quelque chose, on n'aurait pas besoin de 40 000 cellules greffées à nos projets. Oui, mais tu sais, c'est drôle l'imputabilité parce que le fait qu'on veuille que les gens soient imputables, ça crée aussi beaucoup de backlog. Par exemple, ce PowerPoint-là, peux-tu le réviser 6 fois pour être sûr? Moi, ça m'est vraiment arrivé, ça. J'ai déjà révisé le même rapport 6-7 fois parce que pour une question de police. C'est en Times New Roman? Oui, c'était pas en Calibri ou en Arial. Ça m'a rendu complètement fou. Ça, Isabelle, je peux pas croire qu'on dépensait de l'argent public là-dessus. Mais bon, il y a des enjeux comme ça. Puis puisqu'il faut suivre la procédure à la lettre, parce que personne ne veut se faire engueuler par son supérieur, ça mène aussi parfois à un petit manque d'efficacité. Bon, sur mon Arial 14... Arial 14? Ça te fait-tu faire des boutons, ça, Arial 14? Au moins, c'est pas comique sans MS, là. Hey, c'est pas drôle, des révisions pour des polices. Ah non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Bon sang. Ouais. Je ris, mais c'est pas si drôle. Autre affaire qui a fait réagir en fin de semaine, on en parlait un petit peu plus tôt avec Luc Laliberté de la FIFA, mais il y a eu quand même cette rencontre avec Carney, Trump, les feux de forêt de l'Ontario. Ça fait jaser aussi en fin de semaine. En fait, c'est la menace de Trump, où essentiellement, il tenait le Canada responsable que des feux brûlent en Ontario. Je suis désolé, il n'y a aucun gouvernement humain qui est assez puissant pour contrôler la foudre et surtout pour contrôler parfaitement des superficies de territoire gigantesques comme celles qui tombent sous la responsabilité de l'Ontario. Donc, Trump nous menace de tarifs éventuellement de ça. Là, on était dans le domaine du grotesque. Je sais que c'était même plus honteux, c'était simplement drôle. Mais j'allais dire un truc là-dessus. Peut-être qu'il va falloir qu'on apprenne sincèrement à moins le prendre au sérieux. Donc, je pense que le gouvernement Carney commence à le comprendre. Si on n'a pas réagi très fortement à cette menace-là. Je pense que c'est un jeu. Mais c'est que parfois, il n'y a pas le pouvoir de faire ce qu'il nous menace de faire. Je rappellerai, l'hiver dernier, la Cour suprême américaine lui a enlevé le pouvoir d'imposer des tarifs en invoquant des états d'urgence, ce qu'il aurait pu faire ici. Il ne peut pas le faire. Donc, quand on voit un post sur Truth Social comme ça, je pense que la seule affaire qu'on peut faire, c'est hausser les épaules, rouler les yeux en l'air et dire, ben là, s'il nous menace de quelque chose de crédible,
peut-être. Mais s'il n'a pas le pouvoir de faire ce qui nous menace, ben là, peut-être qu'on devrait juste pas le prendre au sérieux. Bien, on est un peu responsable peut-être aussi de toute la tribune, la visibilité. Si c'est quelque chose qu'on n'adhère pas, on trouve que ça n'a pas de bon sens, les feux, mais on en parle encore aujourd'hui. On est aussi responsable. Mais tu sais qu'on soit très, très cynique, il y a un gouvernement au Canada qui a tout à fait intérêt à ce que la menace américaine ne quitte pas nos esprits, à savoir le gouvernement libéral, puis Mark Carney qui doit quand même largement son élection à la perception d'une menace américaine. Donc on a comme un double discours ici, où d'un côté, il faut qu'on apprenne à plus trop prendre Trump au sérieux, mais si on prend plus trop Trump au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Ah ben peut-être que les raisons qui motivaient le vote pour les conservateurs vont revenir à l'avant-plan. Mark Carney n'a aucun intérêt à ça. Donc on a un gouvernement qui veut aussi ne pas nous laisser passer par-dessus la prétendue, présumée menace américaine. Mais nous, c'est comme si on embarque là-dedans à pieds joints sans trop se poser de questions. Il faut dire que les jours durant les vacances de la construction où l'actualité est lente, peut-être qu'on est content d'avoir ça à discuter. Bon, ça fait réagir, ça nous fait rire, mais c'est intéressant ton analyse, Georges. Merci, on reprend ça demain, même heure, même poste, comme à tous les jours de la semaine. À demain, Isabelle.